mal, comme tout le monde, puisqu'un enseignant privé de ses étudiants et de ses locaux d'enseignement est assez malheureux. Mais bon, on a rebondi et j'anticipe un peu sur les questions qui suivent parce que on a rapidement développé l'outil numérique qui avant était un complément très occasionnel et là est passé dans la pratique de manière beaucoup plus importante. Impact majeur, puisqu'on n'avait plus d'étudiants, la faculté était fermée, et les étudiants hospitaliers n'étaient plus en stage puisqu'ils étaient consignés chez eux. Donc il fallait enseigner par un autre moyen, et cet autre moyen, ça a été l'outil numérique et l'informatique qu'on a largement utilisé. Ce qui était difficile, c'est le temps que cela prend. En clair, c'est 3 fois plus de temps. Ne serait-ce que sonoriser un diaporama, un PowerPoint, c'est à peu près 3 fois le temps de cours correspondant au même diaporama. Et puis faire de l'enseignement à distance, soit on enregistre le cours comme on l'avait déjà fait pour beaucoup de cours, donc là on est dans le même temps de cours, mais on a quand même tout réécouté pour être sûr qu'on n'allait pas graver sur l'écran des erreurs ou des confusions éventuelles. Donc ça prend un temps considérable. Ça c'est pour la partie enseignement. L'autre partie, qui fait partie de l'enseignement, c'est la docimologie, donc l'étude du contrôle et de l'évaluation des connaissances, et on n'avait plus aucun étudiant pour les examens que l'on devait faire passer. Il a donc tout fallu convertir pour qu'on puisse faire passer sur tablette des étudiants qui n'en avaient pas tous, ce qui n'était pas facile, sur ordinateur chez eux, des étudiants qui n'en avaient pas tous, ou avaient au mieux, on appelle ça, c'est pas très gentil, mais les versions Conforama où il y a Word 7 au mieux, modèle famille. Bon, ils ont souvent mis des jeux vidéo dessus, mais par contre, au niveau performance des fichiers, souvent c'était difficile. On a fait donc beaucoup d'épreuves en distanciel. Alors maintenant, c'est le grand mot, épreuve en distanciel, avec un taux de succès largement supérieur à la moyenne habituelle, donc très certainement un recours à des bases de connaissances, à des bases de données, et ce qui nous pose des questions sur l'authenticité des notes qu'on attribue, avec les épreuves des internes d'orthopédie. Pour le DSC d'orthopédie, on en a 7 qui ont 17,4. Avoir 7 fois la même note au 10e près, c'était quand même très suspect, et il y en a un qui a fini par vendre la mèche. Effectivement, ils ont tous répondu en même temps. Ça nous pose des problèmes sur la qualité et l'authenticité des résultats des évaluations qu'on a pu faire. Pour le master d'anatomie, on a fait en classe virtuelle les soutenances des mémoires. Master 1, recherche en anatomie. Les soutenances de mémoire, c'est vraiment une épreuve à laquelle on tenait beaucoup. Souvent, les étudiants, au moment de leur thèse, à la fin de l'internat, nous disent « c'est la 2e fois depuis le début de mes études que je prends la parole en public. La première fois, ça avait été pour soutenir mon diaporama de mémoire de master, donc en plein dans leurs études. Et ça, on voulait surtout pas le laisser passer parce que souvent, les étudiants nous remercient même. C'est un exercice qu'on ne fait quasiment jamais en France. Dans la culture anglo-saxonne, c'est beaucoup plus répandu de faire intervenir les étudiants en public. Donc là, ils intervenaient devant un public qui était chez lui. C'est un peu différent, mais le principe était le même. Le diaporama était à l'écran, donc en partage d'écran, et l'étudiant faisait sa présentation dans le cahier des charges qui lui était imposé. Il avait 10 minutes, on avait donné un cadre type pour les diapositives, et l'exercice a pu être fait, mais dans un canapé. C'est pas la même chose que d'être debout devant un amphithéâtre. Voilà, donc impact sur la manière d'enseigner, un bouleversement complet, sans doute une avancée en
En quelques semaines, on a gagné 10 ans dans notre manière d'enseigner. En ce qui concerne la conversion des cours des enseignements, donc j'écarte les épreuves, c'est ce qu'on a dit à la conférence des enseignants avec le doyen, on est passé au 100% numérique en 48 heures. On n'avait pas l'habitude de le faire. Pour ceux qui aiment bien être entourés de leurs étudiants, ben, ça change tout, c'est frustrant. Mais donc tous nos étudiants ont eu tous les cours et tous les examens ont été faits. Enfin, sauf ceux qui ont été un peu décalés, un peu retardés, mais tous les examens prévus ont été faits. On s'est adapté à l'utilisation parce qu'on les avait déjà, c'était un peu occasionnel, c'était très occasionnel, il faut le dire. C'était plus pour des réunions virtuelles comme on fait tout de suite, mais pas pour des classes virtuelles qui pouvaient être ouvertes jusqu'à, je sais plus de mémoire, c'est 150 participants. On n'avait pas 150 participants dans les plus grandes classes virtuelles, mais on était quand même souvent dans du grand nombre. Avec la faculté, les secrétaires de la scolarité en charge des différentes années d'études étaient en télétravail. Donc en fait, il n'y a que la messagerie ou le téléphone. On est rapidement repassé au téléphone parce qu'on gagnait du temps en s'appelant plutôt que de remplir la messagerie. Donc la communication s'est faite via l'outil numérique, une fois de plus, avec une grosse difficulté, et ça, on a appris beaucoup, faut le dire. Donc une grosse difficulté, c'est la réponse à tous. La réponse à tous, quand on envoie une question à 10 personnes, bah, au bout du compte, 10 personnes qui répondent, on arrive à 100. Enfin, il y a un effet de multiplication et de saturation des messageries. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut qu'on progresse, qu'on travaille sur la réponse pertinente et ciblée, et non pas l'utilisation de la messagerie comme un forum. C'est un outil de communication qui est important, mais qu'il faut utiliser à juste titre. Donc, avec la faculté, ça s'est bien passé. Fluide, oui. Avec le doyen, le cabinet du doyen, oui, parce qu'on a de bonnes relations et tout le monde a mis de la bonne volonté pour que ce soit plus informel que d'habitude. Enfin, habituellement, quand on écrit au doyen, c'est la secrétaire du doyen qui lui transmet le message et qui va nous répondre. Et là, on est passé au temps réel et on était tous plus disponibles du fait de l'annulation de nos activités programmées, de l'annulation des cours. Donc oui, avec la faculté fluide. Avec les étudiants, on a fait beaucoup du mailing list via les secrétaires de la faculté quand on a convoqué tous les étudiants de deuxième année pour une épreuve sur site tel jour à telle heure. Ça marchait bien. Dans l'autre sens, on a tous eu à cœur de beaucoup plus répondre aux mails des étudiants. Et on a reçu beaucoup de messages des étudiants, donc une relation sans doute même un peu plus forte et une relation de confiance des étudiants qui étaient aussi sevrés de leurs enseignants comme les enseignants étaient sevrés de leurs étudiants, et donc beaucoup d'échanges par mail. Y compris en première année en PACES, où là, le niveau d'anxiété, qui est déjà majeur en temps normal, a été décuplé par des étudiants qui se retrouvaient tout seuls chez eux, sans l'encadrement des enseignants, sans l'encadrement des systèmes de tutorat. Donc c'est très dur pour s'organiser tout seul. Il y en a qui en sont bien capables, mais ça on n'a pas de souci pour eux. Ce sont ceux qui vont réussir, et il y en a beaucoup d'autres. Le lycée clairement les a jamais préparés à travailler tout seul comme ça, qui étaient visiblement en grande difficulté. Donc là, on a passé beaucoup de temps sur la messagerie. Donc je réponds, ça a été fluide avec les étudiants, oui. Et on a fait en plus des séances en chat. Nous, pour les premières années, on a fait 5 après-midi de suite pour les prendre par groupe de 250 pour faire des séances de questions-réponses, à condition qu'ils nous aient envoyé la question avant
par messagerie ou sur le chat d'un système. Je crois que c'est sur Zoom d'ailleurs qu'on l'a fait. Et dans ce cas-là, 5 après-midi de suite, ça prend beaucoup de temps. Mais ça a été fluide et je crois avec une relation de confiance qui a été bien préservée auprès de nos étudiants. Les difficultés personnelles de parler à un écran, c'est odieux de passer la journée à parler à un écran ou à un micro-casque. Et on l'a surmonté, on l'a fait. On n'a pas envie de faire ça uniquement pendant toute l'année universitaire. C'est clair. Je crois que celui qui a envie d'être enseignant, c'est pour être entouré de ses étudiants. En plus, nous, dans nos disciplines médicales, on a besoin d'un compagnonnage, on a un apprentissage du geste, on a un apprentissage du comportement, de la relation avec les autres et avec le patient, bien entendu. Et ça se fait pas. Enfin, ça pourrait se faire. Tout peut se faire sur écran, mais ça, c'est quelque chose, on est dans ce qu'on appelle les humanités et c'est irremplaçable. Tant qu'on n'a pas nos étudiants avec nous, on peut pas le remplacer. Les difficultés, donc personnelles, on arrive à le surmonter. On a été bousculé comme tout le monde, mais bon, en 72 heures, on est quasiment passé au tout numérique. Par contre, les difficultés techniques sont importantes et le développement de l'outil numérique sous-entend que les serveurs soient capables de suivre, qu'on n'ait pas une déconnexion 3 fois par heure quand on fait une classe virtuelle avec beaucoup d'étudiants qui sont connectés. C'est pire qu'une panne de micro en amphithéâtre, ça on l'a tous eu, la panne de micro. On est obligé de tout arrêter. Et donc, il faut reprendre et puis revérifier les connexions. Et donc, on a vraiment besoin d'un outil beaucoup plus performant que ce que l'on a actuellement. C'est pas envisageable, si on développe cet outil numérique, qu'on nous dise « Ah bah attention, là le serveur est en surcharge, on peut pas continuer », ou alors « Vous êtes en visioconférence, mais il faut couper la caméra pour libérer de la bande passante ». C'est des messages qu'on ne peut pas entendre. Et très souvent, on avait des gros problèmes de son. On a souvent l'écho, la réverbération des haut-parleurs du portable, de l'ordinateur, qui réenregistre le son avec des effets d'écho qui sont souvent vraiment très pénibles. Et ce qu'il faut qu'on développe aussi, donc là on rejoint les difficultés techniques, c'est la possibilité de connecter dans de bonnes conditions le son à la sono d'un amphi ou d'une salle de cours ou d'un labo, que ça puisse passer sans écho sur les haut-parleurs qui sont accrochés au plafond et que tout le monde puisse entendre sans que ceux qui sont à l'autre bout de la chaîne réentendent 3 fois ce qu'ils viennent de dire. Et on a quand même des problèmes techniques, donc des vraies difficultés techniques qu'il va falloir améliorer. Mais là, je suis confiant. Enfin, l'outil, il y a 5 ans, on faisait rien de tout ça, donc ça va s'améliorer. Alors, habitude de pédagogie en tant qu'investissement d'enseignant, non, quoique 3 fois plus, ça va être difficile. Comme on dit, les journées n'ont que 35 heures, donc penser la préparation d'un enseignement, la préparation d'un examen, ça va prendre 3 fois plus de temps, ça nous pose quand même des difficultés d'organisation. D'autant plus que là, on a repris nos activités hospitalières, nous sommes hospitalo-universitaires, et les activités hospitalières, c'est de la folie, car on a 2 mois de consultations et d'opérations qui ont été annulées à rattraper, avec des équipes qui sont épuisées parce qu'ils ont vraiment tous beaucoup donné pendant toute la période Covid, dans des conditions qui n'étaient pas nos conditions habituelles. Dans ma partie en chirurgie orthopédique, les équipes chirurgicales d'infirmières de chirurgie orthopédique ont été transformées en équipes de pneumologie, puisque 2 de nos 3 unités de chirurgie ont été transformées en unités Covid.
Et donc, c'était plus proche de la médecine et de la réanimation que de la pathologie chirurgicale. Et bon, ils se sont formés, travailler en scaphandre toute la journée, c'est épuisant. Enfin, on est c'est pas facile. Et le développement de l'outil numérique, ça va flamber. Ça, on en attend beaucoup, avec la nécessité d'avoir des étapes de présentiel. On n'envisage pas d'avoir un étudiant qui s'inscrive en première année et que l'on découvre quand il arrive à sa première année d'internat, parce que on a toujours été par écran interposé, donc il y a vraiment des moments où il va falloir les avoir en stage, les avoir au labo, les faire travailler, guider un mémoire, corriger un mémoire, vérifier une bibliographie, s'assurer de l'acquisition des compétences, vérifier aussi donc l'état des connaissances dans des conditions d'examen où ça soit pas comme dans les grosses têtes une bonne réponse collégiale parce qu'il était 25 autour du micro. Donc c'est important ça. Le e-learning, on en a beaucoup parlé. Là, je viens de passer 4 jours avec les épreuves du professorat. On avait 9 candidats. C'est très flatteur pour la discipline. Il y a des disciplines où il y en a un, voire même zéro. Donc, on est content d'être encore un peu attractif. On a beaucoup parlé du e-learning et de la pédagogie inversée. La pédagogie inversée où l'étudiant doit avoir préparé la suite de l'enseignement. On est dans l'e-learning, mais le gros problème, c'est que cet e-learning n'est pas validé avant la séance partagée soit en présentiel ou sur écran, et que on est resté dans un contrôle des connaissances qui vient en fin de parcours. Et dans le e-learning, en pédagogie inversée, il est indispensable que le contrôle des connaissances se fasse avant la séance commune, la séance partagée. Donc on a beaucoup à développer ce e-learning, donner des documents tout à fait utilisables, donner des questions et valider les connaissances. Tous ceux, on en a pas mal d'expérience, tous ceux qui ont l'expérience de la pédagogie inversée font un constat très décevant du niveau de connaissance des étudiants lorsqu'ils arrivent pour la séance en présentiel. Considérablement, on a un outil numérique à développer largement pour l'apprentissage, pour le contrôle des connaissances et pour l'entretien des connaissances. La pédagogie, le problème qui se pose actuellement de perte des connaissances. On sait qu'un étudiant sur 5 ans a perdu, je sais plus, c'est plus de 50% de ses connaissances. Donc l'entretien des connaissances dans tout le cursus et ensuite en formation professionnelle continue, et ça c'est indispensable de le poursuivre, ça va nécessiter beaucoup de changements dont on parle déjà beaucoup, mais ça s'organisait peu. Et là, vraiment, l'outil numérique va certainement être fortement mis à contribution pour développer le contrôle continu des connaissances, ce qui est indispensable. Et là, ils ne pourront pas répondre tous en même temps, parce qu'on peut interroger de manière très extemporanée un candidat et non pas les prévenir tous qui vont passer l'épreuve le même jour. Et puis ensuite, contrôler pendant tout le cursus et surtout après ça en évaluation, en formation médicale continue, l'état des connaissances.